Tu es comme un frère pour moi, m'a-t-elle répété pendant des mois. Puis, je lui ai présenté ma nouvelle petite amie. Elle a hurlé, tu n'es qu'un connard opportuniste. Tu devrais faire plus d'efforts pour me conquérir. Ce qu'elle a fait ensuite m'a fait entrer dans une colère noire. Salut Reddit. Il y a ce truc que font les gens, lorsqu'ils veulent vous garder près d'eux, mais pas trop. Ils vous donnent un titre. Quelque chose qui semble important, mais qui se traduit en fait par « j'ai besoin que tu sois disponible, mais pas intéressé ». Frère, meilleur ami, partenaire de crime. Choisissez votre trophée de participation émotionnelle préféré. J'ai 28 ans, je suis un homme, je vis à Columbus, dans l'Ohio, et j'ai passé 10 mois à apprendre qu'être le « frère » de quelqu'un signifie assumer toutes les responsabilités d'une relation, sans aucun désavantage. C'est un peu comme être un stagiaire non rémunéré, chargé de la stabilité émotionnelle de quelqu'un d'autre. J'installe et j'inspecte des systèmes de suppression d'incendie dans des bâtiments commerciaux. Mes rapports de travail et les registres d'entrée me suivent toute la journée. Badgé à l'entrée, badgé à la sortie, GPS activé sur le camion. Ce détail deviendra important plus tard. J'ai rencontré Ali lors d'un barbecue chez un ami commun, en mars dernier. C'était chez Will, que je connais depuis le lycée. Je me tenais près du grill, en train de débattre pour savoir si les Bengals gagneraient un jour le Super Bowl, quand elle s'est approchée. Les Bengals ont déjà gagné en 2022, a-t-elle dit, en piquant une chips dans mon assiette. Ils ont perdu le Super Bowl en 2022, ai-je corrigé. Passer tout près, ça ne compte pas. Dans l'Ohio, passer tout près compte absolument. C'est pratiquement la devise de l'État. Cheveux bruns, sourire confiant, le genre d'énergie qui capte votre attention. Je suis Ali Keegan. Et c'était parti, le début de 10 mois à me faire manipuler, tout en pensant être un type bien. On a échangé nos numéros, on a commencé à s'écrire le soir même. En une semaine, on s'envoyait des messages plusieurs fois par jour. Des pauses café qui se transformaient en conversations de 3 heures. Des soirées cinéma dans son appartement. Je l'ai aidé à choisir des meubles, je l'ai conduite pour récupérer sa voiture au garage. Des trucs normaux d'amis, qui semblaient être plus que ça quand j'étais dedans. Elle me plaisait, presque immédiatement, mais je n'étais pas stupide. Alors, après environ 3 semaines, j'ai tâté le terrain. Nous étions sur son canapé à regarder un documentaire True Crime quand j'ai dit, tiens, question au hasard. Tu vois quelqu'un en ce moment? Elle s'est tournée vers moi avec cette expression, que je reconnais maintenant comme celle que font les gens juste avant de vous franzonner si violemment que vos petits-enfants le sentiront. Je ne sors pas avec toi, mais tu ne vas nulle part. Ne sois pas ambitieux. Tu es ma personne. Mais pas comme ça. Et voilà. Le titre, La barrière invisible, frère. J'aurais dû partir à ce moment-là. Je suis resté parce que je me disais qu'elle avait peut-être juste besoin de temps. Peut-être. 10 mois de « peut-être ». Et chacun d'eux était faux. Ali travaillait dans la facturation médicale pour un réseau hospitalier du centre-ville. Constamment stressé. Elle m'appelait à des heures improbables pour se défouler, parfois plusieurs fois par jour. J'écoutais à chaque fois. C'est ce que font les frères, non? Je l'ai aidé à déménager quand son bail s'est terminé en juin, je me suis pointé avec mon pick-up, et j'ai passé 8 heures à monter des meubles sur 3 étages, par une chaleur de 32 degrés. Je me suis bloqué le dos pendant une semaine. Elle m'a payé une pizza après et m'a dit, tu es la personne la plus fiable de ma vie. Fiable. Un autre mot qui sonne comme un compliment, mais qui signifie en réalité, je sais que tu viendras, donc je n'ai pas à me soucier d'un plan B. Je n'étais pas non plus un paillasson complet. Quand elle voulait que je la conduise à l'aéroport à 4 heures du matin, je lui ai dit d'appeler un Uber parce que j'avais une intervention à 7 heures. Elle s'est énervée, disant qu'elle ne se sentait pas en sécurité seule à cette heure-là. J'ai proposé de payer la course. Elle a refusé, en le tournant de façon à ce que j'ai l'air de l'avoir laissé tomber. À chaque fois que je disais non, elle devenait silencieuse, puis revenait avec « Tu es sérieux, là ?» Le message était clair, ma valeur était directement liée à ma disponibilité. Pendant ce temps, elle sortait avec plein de monde. Pour quelqu'un qui ne cherchait pas de relation, elle enchaînait les mecs comme si elle essayait de battre un record. Il y a eu David, le comptable d'une application de rencontre. Ça s'est fini au bout d'un mois,
quand elle a découvert qu'il vivait toujours avec son ex, juste dans des chambres séparées. Elle m'a appelé à 23 heures, la voix tremblante. J'ai traversé la ville pour aller la chercher au restaurant, où elle avait attendu qu'il vienne s'expliquer. Il n'est jamais venu. Avant David, il y avait un mec de start-up qui envoyait des SMS à son ex tout le temps. Après David, il y a eu un type qui cachait son statut relationnel. Le même schéma à chaque fois. Elle tombait amoureuse, découvrait que c'était une ordure, s'effondrait, et j'étais là. Dis-moi que tu es libre ce soir. Ne dis pas que tu es occupé. Et à chaque fois qu'elle s'en remettait, elle disait, pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas me traiter comme toi tu le fais? C'est une forme de torture particulière d'entendre ça, parce que la réponse est juste là. C'est toi, qui gagne. Tu es juste là. Mais je ne l'ai jamais dit. Vers janvier, quelque chose a commencé à changer. J'ai commencé à remarquer à quel point l'amitié semblait différente selon ce dont elle avait besoin. Quand elle était heureuse avec quelqu'un de nouveau, j'avais à peine de ses nouvelles. Quand tout s'effondrait, soudain, j'étais le premier appel. J'ai commencé à refuser des plans plus souvent. Pas pour la punir, juste parce que j'étais fatigué. Will l'a remarqué avant moi. On jouait au billard chez lui un soir de février quand il a dit « Tu sais qu'elle ne te verra jamais comme ça, hein ?» J'ai aligné mon tir. Je sais. Tu le sais vraiment? Parce que tu orbites autour de cette fille depuis presque 1 an, et elle t'appelle encore son frère tout en enchaînant les mecs qui la traitent comme une merde. Tu attends quelque chose qui n'arrivera jamais. Et pendant que tu attends, tu ne cherches pas quelque chose qui pourrait vraiment arriver. Je n'avais pas de bonne réponse, parce qu'il n'avait pas tort. Il y a toute une ville pleine de femmes qui voudraient peut-être vraiment sortir avec toi. Ça vaudrait le coup d'explorer. J'ai rentré la boule noire. Gagner la partie. J'ai décidé qu'il avait peut-être raison. 3 semaines plus tard, j'ai rencontré Cassie. Au tribunal du comté. Pas exactement romantique, mais la vie se fiche du décor. J'étais là pour récupérer des permis pour un projet de préservation historique et révision du système anti-incendie, 14 formulaires, un cauchemar bureaucratique. Cassie était la greffière qui traitait ma demande. Quand elle a vu ma pile de papier, la moitié mal imprimée, l'autre moitié mal remplie, elle a ri pas de façon moqueuse, mais avec sympathie. C'est la première fois que vous demandez un permis de rénovation commerciale? Ça se voit tant que ça. Vous avez 6 formulaires en double ici, et il vous manque celui qui compte vraiment. Elle a fait glisser une feuille vers moi. Remplissez ça. Attachez-le à celui-là. Jetez le reste. Épargnez-vous 3 heures. Cheveux noirs tirés en arrière. Des yeux qui disaient, j'ai tout vu et je ne suis pas impressionné. Zéro ambiance dramatique. J'ai adoré. Je peux vous offrir un café pour vous remercier, ai-je demandé avant de trop réfléchir. Elle y a réfléchi. Vraiment réfléchi. Je prends ma pause déjeuner à 12h30. Faisons ça à ce moment-là. Marché conclu. Ce déjeuner s'est transformé en 2 heures. Mon patron a appelé 2 fois. J'ai renvoyé les 2 appels vers la messagerie. Cassie venait de Cincinnati à l'origine, elle avait déménagé à Columbus après des fiançailles rompues. Un type qui l'avait trompée et qui l'avait ensuite blâmé de ne pas être assez disponible émotionnellement. Il disait que je travaillais trop, a-t-elle expliqué. Code pour « je n'étais pas assez à la maison pour remarquer quand il invitait d'autres personnes ». Elle avait déménagé à Columbus sans connaître une seule personne et avait tout reconstruit à partir de zéro. Pas d'apitoiement sur son sort, pas d'énergie au pauvre de moi. Elle ne cherchait personne pour la sauver. Elle avait réglé ses propres problèmes. J'ai passé 2 ans à être l'animal de soutien émotionnel de quelqu'un, a-t-elle dit. Maintenant, je ne sors qu'avec des gens qui veulent vraiment sortir avec moi. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a frappé en plein cœur. Comme si elle venait de décrire ma dernière année en une phrase. On a commencé à se voir. Le café s'est transformé en dîner, puis en week-end. Juste 2 adultes qui appréciaient la compagnie de l'autre et qui étaient honnêtes sur ce que cela signifiait. Elle m'a dit lors de notre 3e rendez-vous qu'elle m'aimait bien et qu'elle voulait voir où cela mènerait. Pas de jeu, pas de signaux contradictoires, pas de moment où l'on me dit que je suis, comme un frère, pendant qu'elle scannait la pièce pour trouver de meilleures options. Après 1 mois, c'était officiel. Cassie était ma petite amie.
Et pour la première fois depuis presque un an, j'avais l'impression de construire quelque chose au lieu d'attendre qu'on me donne quelque chose. Je n'ai pas tout de suite parlé de Cassie à Ali. Pas parce que je le cachais, mais parce que nous nous étions naturellement éloignés à mesure que je prenais mes distances. Elle avait remarqué ma disponibilité réduite et s'était montrée froide à ce sujet, ce qui, honnêtement, a rendu la distance plus facile à maintenir. J'étais occupé. Elle était occupée. On ne se voyait plus autant. Quand je l'ai finalement mentionné lors d'un rendez-vous café fin mars, elle m'avait envoyé plusieurs SMS pour demander pourquoi j'étais si distant. Sa réaction a été immédiate et étrange. « Attends, tu vois quelqu'un ? Depuis quand ? » Environ un mois. Un mois. Elle a posé sa tasse comme si je lui avais annoncé la mort de quelqu'un. « Et tu ne m'as rien dit. » Je te le dis maintenant. Mais tu ne fais rien sans me le dire. C'est notre truc. Elle avait l'air sincèrement blessée, ce à quoi je ne m'attendais pas. Nous sommes proches. J'ai juste été occupé avec cette nouvelle relation, le travail et tout le reste. Trop occupé pour dire à ta meilleure amie que toute ta vie a changé ? Ce n'est pas toute ma vie. C'est juste sortir avec quelqu'un. Je ne gardais pas de secret. Je n'avais juste pas encore eu l'occasion d'en parler. Comment vous êtes-vous rencontrés ? Je récupérais des permis pour un boulot. Elle travaille au tribunal et elle. Est-ce qu'elle t'a juste invité à sortir ? Je l'ai invitée. Elle a dit oui. Le visage d'Ali a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, cet éclair rapide, quelque part entre la surprise et l'irritation, dissimulé par un faux sourire. Comme si elle essayait de réinitialiser son visage avant que je puisse le lire. Donc, tu ne vas pas rendre ça sérieux, hein ? Parce que c'est beaucoup. Elle n'avait pas l'air heureuse pour moi. Elle avait l'air de quelqu'un qui vient de découvrir que son générateur de secours a été vendu sans préavis, et qui essaie de comprendre ce que ça signifie pour les futures coupures de courant. Ali a insisté pour rencontrer Cassie. Je dois examiner quiconque prend le temps de mon frère, a-t-elle dit. Et la façon dont elle a insisté sur le mot frère le faisait moins ressembler à un terme affectueux, et plus à une façon de marquer son territoire. Nous avons programmé un brunch pour le samedi suivant. Un endroit sympa au centre-ville appelé Harper est stable. Nappe blanche, pancakes à volonté, une atmosphère suggérant des gens ayant des conversations plaisantes et civilisées sur des sujets plaisants et civilisés. Ali est arrivée comme si elle passait un entretien d'embauche pour un magazine. Maquillage complet à 10 heures du matin, tenue soigneusement sélectionnée qui a probablement pris 2 heures à assembler, des bijoux que je n'avais jamais vus auparavant à la totale. Cassie est arrivée en jean et avec un joli pull, ressemblant exactement à elle-même. La différence était évidente et certainement volontaire. Alors, c'est à cause de toi qu'il est difficile à joindre. Mignon. Le sourire d'Ali était réglé sur une puissance capable d'alimenter un petit immeuble. De même, a dit Cassie. Il parle beaucoup de toi. Il me demande généralement mon avis sur tout. Je suis essentiellement son filtre. Ça l'empêche de faire des choix stupides. Ali s'est tournée vers moi avec ce regard qui visait clairement à établir quelque chose, la propriété, l'histoire, la priorité. On se connaît depuis plus d'1 an, ai-je dit, essayant de rester neutre. La meilleure année, a ajouté Ali. Tu te souviens quand on est allé à ce concert et que le courant a sauté ? On est juste resté assis sur le parking pendant 3 heures à parler de tout. C'était l'une des meilleures nuits de ma vie. Je m'en souvenais différemment. Surtout, je me souvenais avoir eu froid et avoir attendu que son VTC arrive pendant qu'elle se plaignait de l'incompétence de la salle. Mais bon, d'accord. Le reste du brunch a suivi un schéma prévisible. Chaque fois que Cassie essayait d'engager une conversation normale sur le travail, ses centres d'intérêt ou quoi que ce soit qui pourrait l'établir comme une vraie personne plutôt qu'une intruse, Ali trouvait un moyen de rediriger vers des souvenirs partagés avec moi. Des private jokes que personne d'autre ne pouvait comprendre. Des références à des choses qu'on avait faites ensemble. Des histoires où elle était le personnage principal et moi son fidèle second rôle. Keegan est la personne la plus fiable que je connaisse, a-t-elle annoncé à un moment donné, sorti de nulle part. Comme après ce que David a fait l'été dernier, Keegan était là en 30 minutes. Je n'ai même pas eu à demander. Il savait, c'est tout. Le sourcil de Cassie s'est légèrement levé. C'est gentil. C'est juste ce qu'on fait. On prend soin l'un de l'autre.
Ali s'est penchée et a serré ma main à travers la table. Elle l'a tenue comme si elle prouvait un point aux ressources humaines. Quoi qu'il arrive. Le sous-entendu était aussi subtil qu'une alarme incendie, ce qui, professionnellement parlant, est un domaine que je connais bien. La mâchoire de Cassie s'est crispée, mais elle n'a rien dit. Ce n'était pas une femme apprenant à connaître la nouvelle copine de son ami. C'était une femme marquant son territoire. Quand Cassie s'est excusée pour aller aux toilettes, Ali s'est penchée vers moi immédiatement. Elle a l'air inoffensive. Tu vas t'ennuyer. Tu reviens toujours. Je ne savais pas que tu suivais mon type de femme à la trace. Je te connais juste mieux que personne, Keegan. Elle a haussé les épaules innocemment, comme si c'était juste une observation amicale. Je veille sur toi. J'apprécie. Mais ce n'était pas le cas, et elle savait que ce n'était pas le cas, et pour la première fois, elle ne pouvait pas prétendre le contraire. Cassie est revenue, et nous avons fini le repas avec des politesses forcées. Dehors, après qu'Ali m'ait serré dans ses bras un peu trop longtemps et soit parti avec un dernier regard significatif par-dessus son épaule, Cassie s'est tournée vers moi. Elle a des sentiments pour toi. Non, elle aime juste m'avoir à disposition. C'est différent, Keegan. La voix de Cassie était patiente mais ferme. Elle a littéralement passé 2 heures à me rappeler qu'elle te connaissait d'abord et qu'elle te connaissait mieux. Ce n'est pas comme ça qu'on traite la nouvelle relation d'un ami. C'est comme ça qu'on marque son territoire. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse à ce sujet? Garde les yeux ouverts. Les femmes comme elles ne gèrent pas bien le fait d'être remplacées. Ce n'est pas fini. J'aurais dû écouter plus attentivement. Les 3 mois suivants ont été l'illustration de ce qui arrive quand une femme réalise qu'elle a perdu son plan B. Ali a commencé à envoyer des SMS plus fréquemment. Des vérifications aléatoires qui ressemblaient à de la surveillance. T'es où? T'es avec qui? M'ignore pas. Des vieilles photos de trucs qu'on avait fait. Des messages, tu te souviens de ça, arrivant à 23 heures, quand elle savait probablement que je serais avec Cassie. Des commentaires sur chaque chose que je postais en ligne. Toujours quelque chose qui établissait une histoire ou une intimité. Je me souviens quand tu as acheté cette chemise pour la première fois. On était au centre commercial pendant genre 3 heures. Après une semaine de ce régime, je lui ai envoyé un message clair. Arrête de poster de vieilles photos de nous. Arrête avec les SMS à 23 heures. Je suis avec Cassie maintenant. Respecte ça ou on arrête de se parler. Elle a répondu, sérieusement? Après tout ce que j'ai fait pour toi, et puis elle est devenue silencieuse, d'un silence explosif. Elle ne comprenait pas. Elle a commencé à se pointer aux endroits où je disais être. Je disais à Will que j'allais dîner à tel endroit dans le quartier de Short North, et soudain Ali entrait. Je me disais que tu serais là. Tu es prévisible. 3 fois en 2 semaines. J'ai pris Will à part et j'ai dit, arrête de partager mes plans avec elle. Je suis sérieux. Il avait l'air mal à l'aise mais a accepté. Puis est venue la campagne sur les réseaux sociaux. De vieilles photos de nous ensemble légendées avec des choses comme « Mon humain préféré me manque, personne ne me comprend comme lui ». Tout soigneusement chronométré pour une visibilité maximale, généralement juste après que j'ai posté quelque chose avec Cassie. Je l'ai bloqué. Je ne l'ai pas annoncé. Je ne l'ai pas expliqué. J'ai juste bloqué. Elle a créé un 2e compte pour vérifier si je l'avais vraiment fait. J'ai bloqué celui-là aussi. Les choses ont dégénéré au barbecue d'été de Will, début juillet. Le même rassemblement annuel. Rien d'extraordinaire. Ali s'est pointée sans invitation. Personne ne lui en avait parlé, mais elle avait vu quelque chose dans la story Instagram de quelqu'un et est juste apparue avec un plat, comme si elle était attendue depuis le début. Elle a passé tout l'après-midi à se positionner près de moi, à me toucher le bras quand elle parlait, à rire trop forte à ce que je disais, à m'appeler son Keegan, devant les autres comme si j'étais une possession plutôt qu'une personne. Cassie regardait tout ça avec des yeux de plus en plus froids. À un moment donné, Ali a commencé à raconter une histoire sur un voyage de camping que nous aurions prétendument fait l'automne précédent. Un voyage qui n'a jamais eu lieu. Une fiction complète inventée sur place, conçue pour que Cassie se sente comme une étrangère qui avait raté les bons moments. J'ai tiré Ali à l'écart près du garage, loin de tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Je m'amuse à une fête? Et toi, tu fais quoi?
Ce voyage en camping n'a jamais eu lieu. Tu inventes des choses. C'est arrivé. Tu ne vas pas m'embarrasser devant elle en faisant semblant d'avoir oublié. Tu mets Cassie mal à l'aise exprès et tu me touches constamment. Arrête. Son visage s'est légèrement durci. Alors peut-être que Cassie devrait redescendre sur terre. Tu avais une vie avant elle. Je fais partie de cette vie. Si elle ne peut pas le gérer, c'est son problème. Ali, j'ai fini d'être poli à ce sujet. Fini d'être poli? Sa voix a baissé. Tu sais quel est ton problème? Tu as trouvé quelqu'un d'ennuyeux et de stable, et maintenant tu fais semblant que c'est ce que tu as toujours voulu. Mais je te connais, Keegan, mieux qu'elle ne le fera jamais. Tu ne me connais pas du tout. Tu connais la version de moi qui était assez bête pour attendre en espérant que tu changes d'avis. Silence. J'ai attendu après toi pendant presque 1 an, ai-je continué. J'étais disponible à chaque fois que tu appelais, et tu m'as gardé exactement là où tu me voulais. Assez proche pour avoir besoin de moi, mais pas assez pour me vouloir. C'est fini maintenant. Ne me recontactez plus. Je suis parti. Will a regardé toute la scène depuis l'autre bout du jardin. Il m'a fait un petit signe de tête. C'était la première fois qu'il me regardait comme si j'avais enfin compris quelque chose. Et 2 semaines plus tard, elle s'est pointée sur mon lieu de travail. Je faisais une inspection dans un nouvel immeuble de bureaux au centre-ville. Badge d'entrée, sécurité, feuille d'émargement, registre des visiteurs, la totale. Le genre d'immeuble où ils prennent les protocoles de sécurité au sérieux, parce que les locataires incluent un cabinet d'avocats et une société de services financiers. Je suis dans le local technique au 4e étage, à 12 mètres de haut sur une nacelle à ciseaux, en train de vérifier les manomètres sur la colonne montante principale, quand le chef de chantier m'appelle par radio. Keegan, il y a une femme à l'accueil qui dit être ta sœur. Elle dit que c'est une urgence familiale. Mon sang s'est glacé. Je n'ai pas de sœur. Je suis sorti pour trouver Ali debout dans le hall, l'air paniqué d'une manière qui était manifestement répétée. À la seconde où elle m'a vu, elle s'est précipitée et m'a attrapé le bras. Keegan, Dieu merci. Je dois te parler. C'est important. L'agent de sécurité regardait. La réceptionniste regardait. Le chef de chantier regardait définitivement. Je pouvais sentir ma réputation professionnelle rétrécir en temps réel. Il n'y a pas d'urgence, ai-je dit, gardant ma voix plate. Ce n'est pas ma sœur. Elle n'est personne. Keegan, s'il te plaît. Tu dois partir maintenant ou j'appelle la police. L'agent de sécurité s'est avancé. Madame, vous devez partir. Elle m'a regardé avec cette expression de trahison blessée, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Comme si se présenter sur mon lieu de travail sous de faux prétextes était une chose raisonnable que les gens raisonnables faisaient. Tu n'as pas le droit de me rétrograder parce que tu as trouvé quelqu'un de nouveau, a-t-elle dit doucement. J'ai été stupide sur beaucoup de choses. Pars. La sécurité l'a escortée dehors, mais elle s'est arrêtée à la porte et s'est retournée. Tu n'es qu'un connard opportuniste, a-t-elle craché. Tu devrais faire plus d'efforts pour m'avoir au lieu de te contenter d'une moins que rien du tribunal. Puis plus fort pour que tout le monde entende, tu aurais dû me mériter. Tu es devenu paresseux. Maintenant tu paniques. Je n'ai pas répondu. L'agent de sécurité a mis sa main sur son bras et elle s'est dégagée, sortant d'elle-même. J'ai dû remplir un rapport d'incident. Le chef de chantier m'a tiré dans son bureau après et a demandé ce que c'était que ce bordel. Je lui ai donné la version courte. Il a dit qu'il garderait ça entre nous, mais l'expression sur son visage me disait qu'il me surveillerait de plus près maintenant. Le gestionnaire de l'immeuble a demandé que j'utilise une entrée différente pour le reste du projet. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Cassie. Elle a écouté sans interrompre, puis a dit, elle passe à la vitesse supérieure. Ça ne va pas s'arrêter tout seul. Nous devons nous assurer d'avoir une trace de tout ça. Elle m'a fait asseoir et m'a fait passer en revue chaque incident pendant qu'elle tapait les dates, les heures, ce qui s'était passé, qu'il avait vu, construisant le tout dans un tableur avec horodatage et lien vers les preuves. Quand j'ai commencé à paniquer sur à quel point tout ça a été fou, elle a juste dit, concentre-toi sur une chose à la fois. C'est Cassie. Pas de drame, juste des solutions. Je me trompais là-dessus aussi. 3 semaines plus tard, j'ai été arrêté.
Ça a commencé par un appel téléphonique. Un détective de la police de Columbus a dit qu'ils avaient des enregistrements et des identifications d'appelants liés à mon nom. Une plainte formelle avait été déposée. Il a demandé si je pouvais venir au poste pour éclaircir quelque chose. Il a fait passer ça pour de la routine. Juste quelques questions. Je suis arrivé à 10 heures du matin. Ils ont pris mon téléphone immédiatement. Procédure standard, ont-ils dit, en me menant vers une salle d'interrogatoire au lieu d'un bureau normal. Le détective s'est assis en face de moi avec un dossier assez épais pour être intimidant. On a juste besoin de votre version des faits, a-t-il dit. Mais son ton n'était pas curieux. Il était déjà convaincu. L'accusation était l'interférence avec les communications d'urgence. Selon le détective, quelqu'un avait passé des appels répétés à la ligne non urgente du département de police au cours des 2 dernières semaines. Des douzaines d'appels, des raccrochés, des respirations lourdes, de fausses demandes de vérification de bien-être, du gaspillage de ressources. Tous affichaient mon numéro de ligne fixe sur l'identifiant d'appel. Je n'utilisais même plus ma ligne fixe. Elle venait avec l'appartement et je l'avais gardée active pour les urgences, mais je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais réellement composé un numéro avec. Il y a une erreur, ai-je dit. Je n'ai passé aucun appel. Il a fait glisser un papier sur la table. Ils avaient déjà un mandat signé ce matin-là, basé sur la preuve de l'identifiant d'appel et la plainte formelle. C'est ce que tout le monde dit. Le détective n'avait pas l'air sympathique. On va tirer ça au clair. Personne dans cette pièce ne traitait encore le spoofing, usurpation de numéros, comme une possibilité réelle. Ils m'ont traité. Empreinte. Photo d'identité. Le rapport disait que j'étais instable et obsédé, comme si j'étais un mec dont elle avait besoin d'être protégée. Il y avait d'autres gars là-dedans qui avaient l'air d'être à leur place. Je n'avais pas l'air d'être à ma place, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose pire. L'agent d'admission a demandé si j'avais des affiliations avec des gangs avec la même énergie que quelqu'un demandant des allergies alimentaires. La cellule de garde a vu sentait le nettoyant industriel et les mauvaises décisions. Mon appel téléphonique est allé à Will, qui m'a trouvé un avocat pénaliste. Mon employeur l'a su parce que j'étais censé être sur un chantier à 13 heures et que je ne me suis jamais présenté. Première fois en 4 ans. J'avais une réputation au travail, le gars qui arrive tôt, vérifie tout 2 fois, ne manque jamais un rappel. Mon superviseur a dit un jour que j'étais le seul technicien que les clients réclamaient spécifiquement. Maintenant, les RH envoyaient des emails concernant une absence préoccupante et une révision du statut en attente. Les clients commerciaux font des vérifications d'antécédents. Les contrats gouvernementaux surtout. Toute ma carrière ne tenait plus qu'à un fil, à cause de quelque chose que je n'avais pas fait. L'avocat m'a fait libérer sur engagement personnel, mais les dégâts continuaient de se propager. La compte légale était de 1,5 cents juste pour commencer. 250 $ de l'heure après ça. Mon compte d'épargne a pris un coup dont il faudrait des mois pour se remettre. Mon entreprise m'a retiré d'un site sous contrat gouvernemental. Trop de responsabilités avec une accusation en cours. Ils m'ont réaffecté au travail résidentiel, qui payait 40% de moins. Certains de mes collègues ont arrêté de me regarder dans les yeux dans la salle de pause. Cassie s'est assise en face de moi ce soir-là. Silencieuse pendant un long moment. Puis, j'ai besoin d'un peu d'espace. Juste pour une semaine, juste jusqu'à ce que je puisse penser clairement à tout ça. Celui-là a fait plus mal que l'arrestation. Quelqu'un essaie de me piéger, ai-je dit. Je sais. Je te crois. Elle a attrapé sa veste. Mais j'ai besoin de digérer ça. Je t'appellerai. Elle a appelé. Une semaine plus tard. Mais cette semaine a été les 7 jours les plus longs de ma vie. Juste moi tout seul, me demandant si tout ce que j'avais construit s'effondrait parce qu'une femme ne supportait pas qu'on lui dise non. Mon avocat m'a aidé à contre-attaquer. Nous avons demandé les journaux d'appel détaillés du département de police, les avons recoupés avec mes relevés téléphoniques réels, mon emploi du temps de travail, mes données de localisation. Pour 14 des 17 appels, j'étais physiquement sur des chantiers, documentés, enregistrés dans des bâtiments avec des protocoles de sécurité qui consignaient les heures d'entrée et de sortie. Un appel a eu lieu pendant que j'étais en réunion d'équipe avec 6 collègues. Un autre a eu lieu alors que j'étais en intervention à 50 km de mon appartement,
avec des enregistrements GPS de mon véhicule de travail. J'ai aussi découvert quelque chose d'intéressant sur mon compte de ligne fixe. Quelqu'un avait appelé la compagnie de téléphone et, en fournissant suffisamment d'informations personnelles, avait demandé les détails du compte, y compris le numéro complet. La sécurité de la compagnie de téléphone était nulle et il ne pouvait pas me dire qui avait appelé, mais quelqu'un avait fait ses devoirs sur ma vie. Les images des caméras de sécurité ont scellé l'affaire. Mon immeuble avait récemment installé des caméras après une série d'effractions de voitures. J'ai demandé les images pour les nuits où plusieurs appels avaient été passés. À 2 reprises, entre 23h et 1h du matin, les images montraient la voiture d'Alice sur le parking visiteur. Pas garée normalement, juste le moteur tournant, comme quelqu'un assis là en train de faire quelque chose qu'il ne voulait pas faire chez lui, puis repartant. Les horodatage correspondaient aux journaux d'appel à quelques minutes près. Quand mon avocat a présenté cela au procureur, ils sont devenus très intéressés par une conversation avec Ali au lieu de moi. Les charges contre moi ont été abandonnées 4 jours plus tard. Preuves insuffisantes, implication possible d'un tiers, enquête en cours. Récupérer mon travail a pris 2 semaines de réunion, une lettre de mon avocat, des excuses formelles des RH qui semblaient aussi sincères qu'une lettre type, et une conversation inconfortable où mon superviseur a admis qu'ils avaient agi trop vite. Le contrat gouvernemental était perdu, cependant. Une fois qu'on vous retire de quelque chose comme ça, il ne vous réinvite pas, même si vous êtes innocenté. Mais l'enquête ne s'est pas arrêtée quand mes charges ont disparu. Elle a changé de cible. La police a obtenu les relevés de l'opérateur téléphonique d'Ali. Ils ont trouvé la preuve d'un téléphone prépayé acheté en espèces. Ils ont trouvé un logiciel de spoofing d'identifiant d'appel sur son ordinateur portable quand ils ont obtenu un mandat. Ils ont trouvé des SMS à une amie où elle se vantait en disant « Il apprendra qu'on ne me remplace pas comme ça avant de partir ». Ali a été inculpé pour fausse déclaration à la police, interférence avec les communications d'urgence et harcèlement criminel. Tous des délits mineurs, mais le genre qui vient avec une peine de prison potentielle, des amendes obligatoires et un casier judiciaire permanent qui apparaîtrait sur chaque vérification d'antécédents pour le restant de sa vie. Elle a perdu son travail à l'hôpital en 1 semaine. Il s'avère que les systèmes de santé n'aiment pas employer des gens avec des affaires criminelles en cours impliquant fraude et harcèlement. Ses parents ont dû lui payer un avocat. J'ai entendu dire que son père avait dû piocher dans ses économies de retraite parce qu'elle avait brûlé tout son argent en frais juridiques et ne pouvait plus payer son loyer. Et je n'avais même pas encore commencé ma partie. Certaines personnes croient qu'il faut tendre l'autre joue. Je crois qu'il faut s'assurer que les gens s'étouffent avec les conséquences de ce qu'ils ont fait. Elle a essayé de détruire ma carrière, ma relation et ma liberté. Le système judiciaire gérait la punition officielle. Mais je n'avais pas fini de m'assurer que les conséquences collent à la peau. La vraie vengeance, c'était la paperasse. J'ai demandé une ordonnance de protection civile contre le harcèlement. J'ai documenté chaque incident, de la campagne sur les réseaux sociaux à l'embuscade au travail, jusqu'à la tentative de coup monté. Le tribunal l'a accordé en 2 semaines. Maintenant, tout contact n'était pas juste glauque, c'était criminel. J'ai soumis un dossier de restitution via mon avocat qui allait au-delà de la demande standard, frais juridiques évidemment, mais aussi perte de salaire de quand j'ai été réaffecté au travail résidentiel. Documentation du contrat gouvernemental que j'avais perdu et le différentiel de revenus pour les 8 mois restants de ce projet chaque dollar que je pouvais prouver. Ces problèmes juridiques réels se sont multipliés à partir de là. Les charges criminelles ont abouti à un accord de plaidoyer, pas de prison, mais 2 ans de probation surveillée avec des conditions strictes. Un casier judiciaire criminel permanent qui ne pouvait pas être effacé. 120 heures de travaux d'intérêt général dans un refuge pour victimes de violences domestiques. Ironique, vu ce qu'elle avait essayé de me faire. Restitution ordonnée par le tribunal couvrant mes frais juridiques, 4,2 cents payés sur 18 mois. Chaque chèque qu'elle écrivait portait mon nom. Et une ordonnance de non-contact avec de vraies dents. Toute violation signifiait la prison automatique. Pour tout ce que la restitution ne couvrait pas, mon avocat a envoyé une lettre de mise en demeure menaçant d'une action civile. La menace seule a suffi. Ses parents ont payé la différence juste pour que ça s'arrête. $6 000 de plus pour les pertes de contrat. Ils n'étaient pas contents. Je n'essayais pas de les rendre heureux. La réalité des vérifications d'antécédents l'a frappé rapidement. Santé? Verrouillé. Tout ce qui impliquait des informations sur les patients,
des systèmes de facturation où la conformité IPA était définitivement hors de question. Finance? Même problème. Travail administratif dans toute entreprise qui gère des données sensibles? Non. Elle s'était fondamentalement disqualifiée de tous les emplois pour lesquels elle avait été formée. Elle a dû retourner vivre chez ses parents parce qu'elle ne pouvait pas payer son loyer sans emploi et que son crédit était détruit. J'ai entendu par la bande qu'elle avait essayé de prendre un nouveau départ dans une entreprise de fourniture médicale. Entrée de gamme, rien d'extraordinaire. Elle a passé 2 entretiens. Puis son ancien superviseur de l'hôpital s'est présenté pour une conférence dans le même bâtiment. Il l'a reconnue dans le hall. Le mot a circulé. L'offre d'emploi a disparu. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait dans la vente au détail chez HomeGood, à plier des serviettes pour $12 de l'heure. Les choix ont un prix. Les siens s'accumulaient, mais je n'avais pas tout à fait fini d'ajouter à sa note. Voyez-vous, il y a la vengeance légale, qui fait du bien d'une manière adulte, j'ai fait ça dans les règles. Et puis il y a la vengeance mesquine, qui est satisfaisante d'une manière qui vous fait rire chaque fois que vous y pensez pour le reste de votre vie. J'ai décidé qu'Ali méritait les deux. Une nuit, j'étais assis sur le canapé à regarder distraitement une émission de télé-réalité pendant que Cassie lisait, et j'ai eu une pensée. Ali avait utilisé mes infos de contact comme une arme contre moi. Il semblait juste de lui rendre l'appareil. Pas illégalement, rien qui violerait l'ordonnance de non-contact, juste. De manière créative. L'adresse de ses parents était désormais publique, grâce à tous les dossiers judiciaires. Et Internet regorge d'organisations qui sont absolument ravies de répandre la bonne parole à quiconque pourrait être intéressé à la recevoir. Je l'ai inscrite à tout. Témoin de Jéhovah? Cochez la case pour « Merci de me rendre visite pour discuter de questions spirituelles ». Mormon? J'ai demandé une consultation personnelle sur le livre de Mormon. Scientologie? Oh, ces types sont tenaces. J'ai demandé leur test de personnalité gratuit en son nom et indiqué qu'elle était très intéressée d'en apprendre plus pour devenir claire. Des églises baptistes locales gérant des programmes de proximité. Quelques paroisses catholiques avec une évangélisation active. Un centre de méditation bouddhiste qui envoie des newsletters hebdomadaires. Un temple à Hare Krishna qui fait apparemment encore du porte-à-porte dans l'Ohio. J'ai utilisé des emails jetables et un VPN. Évidemment, je ne suis pas un amateur. En 2 semaines, j'ai entendu dire que la sonnette de ses parents était devenue une porte-tambour pour l'illumination spirituelle. 2 jeunes hommes en chemise blanche et cravate se sont présentés un mardi, demandant à parler à Ali de son salut éternel. Un groupe de dames très enthousiastes d'une église locale est arrivé avec des brochures sur leur étude biblique pour femmes. Quelqu'un a laissé un exemplaire de la Dianétique dans la boîte aux lettres avec une note manuscrite disant qu'ils avaient hâte de la rencontrer. Son père, un type qui voulait apparemment juste regarder ESPN en paix pendant sa retraite, devenait fou. Chaque fois qu'il répondait à la porte, c'était un autre visage souriant demandant si Ali avait une relation personnelle avec Jésus-Christ, ou si elle avait envisagé que la vérité puisse se trouver dans les enseignements de L. Ron Hubbard. Les scientologues étaient les vrais champions, cependant. Une fois que vous êtes sur leur liste, vous y êtes pour toujours. Ils appelaient, ils envoyaient du courrier, ils se présentaient. Ils ne prennent pas intéressés, pour une réponse. C'est comme inscrire quelqu'un au club de lecture le plus agressif du monde, sauf qu'au lieu de romans à l'eau de rose, c'est des électromètres et des contrats d'1 milliard d'années. La meilleure partie? Il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Je ne la contactais pas. Je partageais juste ces informations avec des gens qui voulaient l'aider à trouver la paix et un sens à sa vie. Très attentionné de ma part, vraiment. Certains pourraient même appeler ça généreux. Sa mère a fini par poster sur Nextdoor pour demander comment se faire retirer des listes de sollicitations religieuses. Les commentaires n'étaient pas utiles. Quelqu'un a suggéré qu'elle essaie de répondre à la porte nue. Quelqu'un d'autre a dit que la seule façon d'arrêter les scientologues est de mourir, et même là, il pourrait essayer d'auditer votre tétan. Ou il m'a montré le poste. J'ai ri si fort que j'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Était-ce mature? Non. Était-ce nécessaire? Non plus. Est-ce que ça me rendait bêtement heureux chaque fois que je l'imaginais essayant d'expliquer à un autre groupe de missionnaires souriants qu'elle ne voulait pas vraiment parler de Jésus? Absolument. Les semaines ont passé.
J'entendais des nouvelles par la bande mais je ne m'engageais pas directement. Cassie et moi construisions quelque chose de vrai. Nous avons emménagé ensemble en octobre. Petit appartement, trop de plantes parce qu'elle continuait d'en acheter en solde pour les sauver, pas assez d'espace de rangement, et des disputes perpétuelles sur le thermostat. Parfait. Puis, 8 mois après l'arrestation, Alice est présentée à ma porte. Je l'ai à peine reconnue. Elle avait perdu du poids, mais pas de manière saine. Le genre de perte de poids qui fait que les vêtements tombent mal et que les pommettes ont l'air tranchantes. Ses cheveux étaient plus courts, plus gris que dans mes souvenirs. Le maquillage qui était autrefois parfait avait disparu. Tout chez elle montrait que la vie l'avait tabassée, et qu'elle perdait. On peut parler ? Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Je n'ai rien dit. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Je me suis excusé. Donc, tu peux arrêter de me faire ça maintenant. J'ai continué à enregistrer, j'ai reculé à l'intérieur de l'entrée. Tu me dois une conclusion. Je ne suis pas venu ici pour être traité comme une criminelle. J'ai composé le 911. Mis sur haut-parleur. 911, quelle est votre urgence ? Je dois signaler une violation d'ordonnance de protection. Le sujet est actuellement à mon domicile. J'ai donné l'adresse, gardez ma voix plate. Je documente la rencontre. Le visage d'Ali est devenu blanc. Elle n'avait pas pensé à ça. Elle avait été tellement concentrée sur la conclusion qu'elle pensait obtenir qu'elle avait oublié qu'elle risquait la prison juste en se tenant sur mon seuil. Keegan, s'il te plaît. Tu devrais partir. Ils seront là dans environ 4 minutes. Elle a pratiquement couru vers sa voiture et a démarré en trombe hors du parking. Je n'ai pas poursuivi, pas discuté, je suis juste resté en ligne avec le répartiteur et j'ai fourni le numéro de plaque et la direction prise. Les flics l'ont trouvé 2 rues plus loin, garé sur le côté et en pleurs. Ils l'ont menotté devant une famille qui chargeait ses courses dans son monospace. La violation de l'ordonnance de protection a déclenché une révision automatique de la probation. Son avocat a appelé le procureur, suppliant pour de la clémence. Ça n'a pas aidé. Son agent de probation a ajouté des conditions et son avocat avait l'air d'avoir pris 10 ans en une seule audience. Je n'ai rien eu à faire d'autre. Juste laisser le système l'écraser à nouveau. Je suis rentré à l'intérieur où Cassie préparait le dîner. Elle a levé les yeux quand je suis entré. C'était qui ? Personne. Elle a hoché la tête, s'est remise à remuer son plat. N'a pas insisté. C'est ce que j'aime chez elle. Et c'était fini.